Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre qui est organisée par le Cercle de formation de l'École des hautes études en sciences sociales. La question des périodes historiques et de la périodisation est une question, vous le savez, qui agite régulièrement le milieu des historiens, le milieu des enseignants d'histoire et plus largement le grand public qui s'intéresse à l'histoire, ce qui montre à quel point une notion apparemment évidente peut déchaîner les passions, passions sans aucun doute, mais aussi et surtout, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, les interrogations méthodologiques et épistémologiques. Cette question de la périodisation a été récemment ramenée sur le devant de la scène par des débats autour des programmes scolaires, par exemple pour des raisons d'équilibre entre les différentes périodes, parce que les périodes sont aussi des gens qui les enseignent, qui recherchent et qui chacune essaye de défendre la logique qui consiste à enseigner plus d'histoire de l'Antiquité, plus d'histoire médiévale, moderne ou contemporaine, selon les divisions classiques du système scolaire et universitaire français. Mais cette question vient aussi d'être abordée dans un petit ouvrage paru aux éditions du Seuil et signé par Jacques Le Goff. Ce livre nous a semblé fournir un excellent point de départ pour débattre aujourd'hui de ce problème, d'autant qu'il s'adresse à un large public et que Jacques Le Goff y aborde à la fois une question qui lui est chère, celle du Moyen-Âge et de ses limites, en particulier ses limites du côté de la Renaissance, on y reviendra, et puis il y aborde une interrogation plus générale sur la nature des périodes et le travail des historiens ou des enseignants d'histoire lorsqu'ils utilisent le terme de période. Jacques Le Goff, qui vient de fêter ses 90 ans au mois de janvier, ne peut malheureusement plus sortir de chez lui, mais il a accepté de nous recevoir et de présenter les idées directrices de son ouvrage au cours d'un entretien. Et nous allons donc commencer cette rencontre par la diffusion de ce petit entretien qui a été réalisé par le service audiovisuel de l'École des hautes études en sciences sociales, que je remercie beaucoup, avant de prolonger le débat avec nos invités, que je remercie également beaucoup d'être là et d'avoir accepté d'être parmi nous. Invités qui proposeront 3 éclairages que j'imagine différents, puisque venant d'horizons disciplinaires et méthodologiques différents. Nous avons avec nous ce soir Silvia Sebastiani, qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est une historienne spécialiste du XVIIIe siècle et des Lumières. Patrick Boucheron, qui est professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est historien du Moyen-Âge. Et puis Christian Lamourou, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et historien spécialiste de la Chine. Alors, sans plus attendre, je vous propose donc d'écouter et de regarder l'entretien avec Jacques Le Goff et puis de lancer dans un second temps le débat. Depuis longtemps, je suis poursuivi, je dirais presque, par une réflexion sur le thème Renaissance et Moyen-Âge. Ceci s'est produit depuis très longtemps, étant donné l'habitude des historiens de séparer ces 2 périodes. Et puis, plus récemment, il y a quand même 7 ou 8 ans, cette réflexion a été ranimée et, si je peux dire, réchauffée par ma lecture, ça venait d'être publié chez Gallimard, du premier cours de Michelet au Collège de France en 1840. Et il m'est d'abord apparu, en fait, historiographique, que je ne connaissais pas avec la même force qu'il m'est apparu à ce moment-là, c'est que Michelet était l'inventeur du terme Renaissance,
tel qu'il a été employé après lui. C'est Michelet qui a fait de la Renaissance une période. C'est là qu'il fait apparaître un Moyen-Âge plus diabolique que humain, et c'est en fait de ces leçons au Collège de France que sortira l'expression employée par les Anglais et qui est celle qui réussira, si j'ose dire, le mieux sur le terrain historiographique international, Dark Ages. Le Moyen-Âge, ce sont les âges sombres. Et au cours du XIVe, XVe siècle, arrive une lumière qui chasse ces ombres médiévales et qui fait resplendir les clartés de la Renaissance. Je dois dire que je n'arrivais pas à voir comment il y avait un changement fondamental entre Moyen-Âge et Renaissance. Je vais essayer de vous le dire très rapidement. Je considérais, moi aussi, aucun historien ne peut l'ignorer, que la Renaissance était une période d'importants changements. Mais pas telle que cela aille jusqu'à opposer aussi vivement Moyen-Âge et Renaissance comme l'a fait Michelet. Prenons le domaine économique et sans faire du marxisme banal. L'économie de l'Occident, puisque nous restons du point de vue de l'espace en Occident, l'économie de l'Occident demeure fondamentalement rurale. Et Michelet, parmi ce qui me semble être des dérapages de la lecture de l'évolution de l'histoire, accorde, je crois, au développement, à l'essor, à la domination du capitalisme, une trop grande vitesse. Pour moi, le capitalisme ne s'installe ici encore que vers le milieu du XVIIIe siècle, et s'il a une sorte de manifeste, je dirais, qui montre l'insertion dans le monde occidental, c'est avec le célèbre ouvrage d'Adam Smith sur la richesse des nations. Puis, il y a, et là encore, je ne fais pas de distinction platement marxiste entre les structures et les superstructures, mais il est évident que l'histoire se manifeste aussi dans le domaine de la pensée, dans le domaine intellectuel, et comme je pense le XXe siècle l'a montré, que à côté du domaine intellectuel, il y a aussi ce qu'on a appelé, un terme que j'ai dit un peu ambigu, mais dans lequel il y a un mouvement, à mon sens, très positif vers le côté intellectuel, moral de l'homme et de la femme,
l'évolution intellectuelle qui est peut-être de toute la plus brutale. C'est que, après un Moyen-Âge dominé par la religion, et c'est ici aussi que je me sépare avec Michelet et des partisans d'une Renaissance période, avec la Réforme. Certes, c'est un événement très important, la Réforme. Certes, il y a des oppositions très vives entre le Moyen-Âge, le christianisme médiéval et la Réforme, puisque cela a amené le XVIe siècle dans un assaut de guerre de religion. Mais nous restons toujours sur un fond religieux et un fond chrétien. Pour moi, la Réforme, ce n'est quand même qu'un aspect, une nuance très particulière, certainement très particulière, mais qui ne nous fait pas sortir du christianisme. Or, s'il y a une œuvre qui est bien le manifeste de la pensée, du tournant de la pensée au XVIIIe siècle, c'est l'encyclopédie. Et enfin, si je veux continuer pour arriver sur le terrain social et politique, qui en général, et là encore, je le fais dans un esprit qui est celui d'un marxisme souple, bien entendu, arrivent les effets sociaux et politiques de ces changements profonds et fondamentaux dans la société européenne. C'est la Révolution française qui bouleverse la société et le système politique. Par conséquent, j'ai estimé que, contrairement à ce qui est devenu l'habitude de la réflexion historique sur la période 14e, 18e siècle, ce n'est pas une succession Moyen-Âge-Renaissance, mais c'est un long Moyen-Âge qui comporte une ultime sous-période que je veux bien appeler Renaissance. Pour moi, qui suis, je peux le dire, un certain côté disciple brodélien, il m'est apparu assez rapidement que cette idée brodélienne de la longue durée permettait d'ancrer, au contraire, dans l'historiographie, la notion de période, mais de période lente. Période me paraissant le meilleur terme pour désigner ce découpage de l'histoire, mais si je veux, si vous me le permettez très rapidement, indiquer ce qu'est devenu, avec l'insertion de la période, le découpage de l'histoire, je dirais que le découpage occidental est fondé sur 3 pieds, si j'ose dire. Il y a d'abord la date, puis il y a le siècle, qui donne une autre unité de mesure historiographique, et puis il y a la période qui, elle, s'ancre bien dans la lenteur du mouvement historique et
dans sa souplesse. Si la périodisation par rapport au Christ, si le siècle doivent être plus ou moins précisément datés, la période, elle, au contraire, laisse de grandes latitudes et s'adapte au mouvement de l'histoire dans ce qu'il a de plus souple, de plus, je dirais même, inattendu. De cette présentation par Jacques Le Goff lui-même de son livre, qui en parle mieux qu'on aurait pu le faire à sa place, je propose que nous lancions tout de suite le débat et que nous commencions peut-être par Patrick Boucheron et par le Moyen-Âge pour avoir une sorte de contrepoint médiéval immédiat à cette manière extrêmement particulière et de considérer l'usage de la notion de période. Et vous l'avez vu, je pense qu'il y a matière à discuter assez longtemps dans le rapport, par exemple, avec Fernand Braudel, avec Marx, et à la manière dont Jacques Le Goff s'y réfère tout en s'en distanciant. Mais pour commencer, je laisse la parole à Patrick Boucheron. Bien, merci, bonsoir, vous m'entendez? Oui. C'est un plaisir pour moi, évidemment, mais aussi un honneur, et pourquoi le cacher, une émotion, que d'entamer ce débat. Et au fond, ce qu'on vient de voir nous montre bien que si on a à parler de l'historiographie aujourd'hui et de la manière dont elle peut nouer et dénouer les périodes, c'est dans ce moment, au fond, qu'on pourrait aussi appeler le siècle de Jacques Le Goff. Commençons par le Moyen-Âge, pourquoi pas? C'est une manière de commencer par le milieu, c'est ce que disait Gilles Deleuze, quand on est embarrassé, est-ce qu'on le fait? Commencer par le début, par la fin, eh bien au moins on y va par le pli, si j'ose dire. Et au fond, du point de vue de la périodisation, c'est quand même celle qui pose le plus de problèmes, pour les raisons qui viennent d'être exposées par Jacques Le Goff, que celle du Moyen-Âge. Si j'avais à donner une définition un peu sociologiquement réaliste du métier de médiéviste, je dirais que c'est le métier qui somme, au fond, celui qui prétend l'exercer, de répondre sans cesse à cette question sociale. Alors ça finit quand? C'est vraiment la première des questions qu'on vous pose dès lors que il vous prend donc l'envie ou la nécessité de dire ce que vous faites justement dans la vie. C'est une question qui exaspérait par exemple Régine Pernoud au point d'avoir voulu en finir avec le Moyen-Âge. Pour en finir avec le Moyen-Âge, c'est un livre qui d'une certaine manière affirme par son titre, je dirais, sa vanité, parce qu'on n'en finit jamais, par définition, avec des périodes qui ont la peau ou la vie dure, dès lors qu'elles sont, comme l'a montré Jacques Le Goff dans ses travaux, dans ce que nous venons d'entendre, d'une certaine manière, des constructions sociales qui échappent aux historiens. Où a-t-on vu, en somme, que c'était aux historiens de décider de la manière dont le temps était découpé? Pourquoi ne pas dire simplement, comme Fernand Braudel le disait dans les écrits sur l'histoire, que finalement le temps colle, qu'il colle au temps comme le temps colle à la bêche du jardinier qui prétend justement délimiter son lopin, et que le temps est à l'histoire ce que l'homme est à l'anthropologie, c'est-à-dire au fond un horizon d'impensé, et que en somme, s'il y a bien quelqu'un qui est profondément incapable de définir ou de régir la manière de découper le temps, puisqu'il en est lui-même l'héritier social, c'est quand même l'historien. Et de cet héritage social, effectivement, Jacques Le Goff donne, me semble-t-il, toute l'épaisseur, parce qu'au fond, si
comme il le dit, et comment ne pas le croire, et comment effectivement ne pas en être convaincu quand on a lu Michelet, quand on a lu Lucien Febvre lisant Michelet, et Jacques Le Goff lisant Lucien Febvre lisant Michelet, que le Moyen-Âge est l'ombre portée de la Renaissance, et que la Renaissance, comme moment, comme période, c'est-à-dire comme chrononyme, c'est bien ça le problème. C'est effectivement le fait que Michelet, avant les années 1844-46, pense la Renaissance comme un penchant de l'homme, comme une dynamique fondamentale du devenir humain qui a pour nécessité et pour vocation de se répéter et justement d'animer la vie des sociétés. À partir du moment où il décide d'en faire un chrononyme, c'est-à-dire une façon de nommer le temps, donc de le politiser, donc de le ramener à l'Occident, c'est aussi ce que dit Jacques Le Goff, alors évidemment, le Moyen-Âge n'est rien d'autre que l'ombre portée de cette décision, au sens fort du terme, c'est-à-dire du tranchant même d'une construction discursive. Et aujourd'hui, on n'y croit plus. Et aujourd'hui, on ne peut plus y croire. Mais le problème, si j'ose dire, il est tout simple, c'est que il y a des médiévistes parce qu'on a cru qu'existait un Moyen-Âge. Aujourd'hui, demeurent les médiévistes, qui se font bien obligés de feindre, de croire encore au Moyen-Âge. Ils y croient comment ? Ils y croient comme on croit d'ordinaire dans des sociétés un peu déniaisées, c'est-à-dire en adoptant volontiers ce mot qu'on attribue souvent à Jacques Lacan, mais qui est en fait d'Octave Manoni, « je sais bien, mais quand même ». Je sais bien que ça n'existe pas. Je sais bien que Moyen-Âge est une époque en soi, enfin, une expression qui évidemment désigne sa propre inanité, mais quand même, je continue. Mais quand même des médiévistes, mais quand même de toute façon cette robustesse des institutions qui fait que y a des sociétés, des historiens médiévistes, donc il faut bien qu'il y ait un Moyen-Âge. La Renaissance, c'est autre chose. La Renaissance, à part pour la Société d'études de la Renaissance ou pour des centres, disons, localement institués, on n'est pas obligé, dans la période déterminée comme moderne, de croire en l'idée de Renaissance. Et on peut, d'une certaine manière, cesser d'y croire, ne serait-ce qu'en élargissant un petit peu la focale. J'ai dirigé une histoire du monde au XVe siècle qui doit faire près de 3 millions de signes, et je crois que Renaissance n'intervient que 6 fois lorsqu'on parle de choses qui peuvent l'appeler, c'est-à-dire en particulier les arts visuels. Mais sinon, effectivement, vu du monde, le XVe siècle, on pourrait réfléchir aussi à la facticité du siècle, mais le XVe siècle n'appelle pas l'expression Renaissance parce que, évidemment, elle n'a pas d'efficace chronologique. On ne sait pas, évidemment, où la placer. Donc, il me semble que face à cette conduite sans croyance, face à un « je sais bien, mais quand même », face à une définition d'une période, je garde le Moyen-Âge, et puis ensuite on pourra discuter d'autres périodes qui ne perdurent, avec laquelle on n'en finira jamais parce que, pourquoi d'ailleurs, on pourrait en discuter, qu'est-ce qui nous attache à elle, qu'est-ce qu'il y a de si impérieux socialement, pour qu'il serait trop coûteux au fond d'y renoncer, mais de la Renaissance on pourrait dire peut-être la même chose. D'une certaine manière, je dirais que à partir du moment où il y a des médiévistes qui sont bien payés pour savoir que le Moyen-Âge n'existe pas, ils expriment leur « je sais bien, mais quand même » par une feinte qui peut s'appeler le long Moyen-Âge, que Jacques Le Goff a fort bien a défendu avec ardeur au début des années 80, à un moment où cela apparaît très clairement dans cet entretien
Ce dont il était question véritablement, c'était du marxisme et de sa capacité, alors là, pour le coup, extraordinairement efficace, de découper le temps par mode de production. Et effectivement, la question que pose Jacques Le Goff avec ce long Moyen-Âge, c'est peut-on encore découper des périodes lorsqu'on cesse de croire au mode de production féodal, qui, lui, alors là, pour le coup, a une puissance explicative mondiale qui permet effectivement d'aller tranquillement jusqu'au XVIIIe siècle. Si on n'y croit plus, ou plus tout à fait, ou si on veut, comme je l'ai entendu, d'un marxisme assoupli. Assoupli par quoi? Par une autre définition qui va, d'une certaine manière, la conforter et aussi se décalquer, religieuse. Alors là, c'est effectivement l'idéologie de substitution au féodalisme. Les médiévistes, certains médiévistes, ne croient plus à une féodalité qui serait abolie la nuit du 4 août, mais croient encore à une structure ecclésiale globale et totalisante qui aurait, elle, le bon goût de se maintenir qu'à jusqu'à la déchristianisation aussi du XVIIIe siècle. Et donc, cela coïncide. Ce long Moyen-Âge, il a effectivement une puissance, me semble-t-il, chez Jacques Le Goff, une puissance d'évocation qui ne s'exprime pas immédiatement dans un programme de travail. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est que le long Moyen-Âge, l'existence du long Moyen-Âge est affirmée ou revendiquée, mais rarement concrètement expérimentée. Quel historien médiéviste s'est senti suffisamment assuré de cette certitude de la période pour dire « Eh bien d'accord, alors je vais travailler sur une période qui se déroulera du XIVe au XVIIIe siècle ». En réalité, si on évoque des périodes, on travaille toujours dans ce qu'il appelle des sous-périodes et qui ont évidemment le bon goût de se caler avec des disciplines qui sont académiquement défendues. Bon. Alors, on pourra discuter, effectivement, je remarque que la discussion semble se focaliser sur le pli entre Moyen-Âge et Renaissance, qui a, pensons à Goudy et à sa tentative de créer des renaissances en Orient, pensons à toute la force abrasive, au fond, de l'histoire mondiale qui, par définition, tente à affaiblir toute velléité occidentale d'imposer sa découpe du temps au monde. Mais évidemment, on pourrait dire exactement la même chose du début, si j'ose dire, si début il y a. Et il est certain que dans une perspective géo-historique, à l'Antiquité, il n'y a qu'une question à poser au concept d'Antiquité. C'est pas quand, mais c'est où. Où l'Antiquité? Où se déroule-t-elle? Assurément pas dans le monde entier. Où se déroule le Moyen-Âge? Jusqu'où le Moyen-Âge? Voilà effectivement une question, me semble-t-il, que la World History met à l'épreuve. Et c'est pour ça, effectivement, que nous pouvons avoir aujourd'hui ce débat avec, si j'ose dire, l'épreuve de la Chine et avec également l'épreuve des Lumières, puisque c'est deux manières à la fois chronologique et spatiale, de circonscrire le problème. Merci pour à la fois cette introduction qui est une transition directe pour Sylvia. Alors Sylvia, est-ce que je te passe la parole pour nous faire subir l'épreuve des Lumières pour commencer? On verra l'épreuve de la Chine dans un deuxième temps. Première chose, je m'excuse, je ne suis pas complètement à l'aise de parler sans lire, mais j'espère d'être claire également. Je voudrais en premier lieu
remercier les organisateurs de cette rencontre, tout en indiquant d'emblée que ma contribution sur un sujet aussi vaste et central du débat historiographique se limitera à mon domaine de compétences, c'est-à-dire les Lumières, comme on vient de les découvrir. C'est à partir d'elles en général, et des Lumières écossaises en particulier, que j'essayerai de réfléchir à la question posée par ces livres parcours de Jacques Le Goff du découpage de l'histoire en tranches. Le caractère de ma contribution est cependant limité et ce point a toute son importance pour le développement de mon propos. Les Lumières sont une catégorie historiographique qui elle-même entend rendre compte d'un sens de rupture par rapport à la période précédente. Elles sont donc les résultats d'un débitage du temps de l'histoire. En outre, la catégorie elle-même des Lumières est au cœur des débats toujours vifs sur sa pertinence ou singularité, une question si vaste que je ne pourrais pas aborder aujourd'hui. Ce qui m'intéresse en revanche est que les Lumières correspondent dans l'espace européen à la formation de l'histoire comme discipline et profession, un aspect que Jacques Le Goff souligne plusieurs fois dans son livre. Je parlerai donc moins des Lumières comme catégorie historiographique que des opérations historiographiques nouvelles que les Lumières ont engendrées. En d'autres termes, le XVIIIe siècle est le moment d'un geste historiographique particulier. Les Lumières construisent une histoire philosophique qui se base sur la longue durée. C'est la même dont Le Goff se réclame. En effet, c'est Voltaire que Le Goff cite comme l'un des pères de la nouvelle histoire quand il édite avec Roger Chartier et Jacques Revel son manifeste en 1978. L'histoire philosophique des Lumières aspire à mettre en ordre la longue durée de l'histoire humaine. Elle procède à une périodisation que nous mobilisons encore aujourd'hui. Elle repose sur une conception linéaire du temps qui constitue l'autre héritage des manières de faire de l'histoire mise en place par les Lumières. Je vais caractériser très schématiquement cette nouvelle conception de l'histoire. Dans la mesure où elle s'est saisie de l'ensemble de l'humanité, l'historiographie des Lumières est à la fois comparative et universelle. Universelle car elle entend embrasser l'ensemble des populations du globe, conçues comme relevant d'une même nature humaine, en cherchant à les ordonner selon un schéma unique et progressif. Comparative, car elle se construit à travers la mise en perspective systématique des différentes sociétés du présent et du passé, de leur mode de subsistance, mère législation. L'histoire se construit donc par une double opération de distanciation temporelle et spatiale. Elle ne se pense que dans la longue durée. Par conséquent, l'état de développement inégal des différentes parties du monde est expliqué par la comparaison entre ces différentes entités, qui représentent chacune un stade spécifique du développement de l'humanité. Ainsi, ce sont les historiens des Lumières qui stabilisent l'idée d'une histoire discontinue, marquée par des périodes distantes dans le cadre d'une vision progressive et progressiste de l'histoire de l'humanité. Des siècles ou âges, selon la définition de Voltaire, des époques, selon celle de Condorcet, des étapes de développement des stades, selon l'expression utilisée par les philosophes écossais. Arrêtons-nous rapidement sur Voltaire. Comme le souligne Jacques Le Goff, le siècle de Louis XIV propose, je cite Le Goff, page 27, la plus étonnante périodisation mondiale en 4 périodes. Je reprends la citation choisie par Le Goff car elle me semble particulièrement significative. Tous les temps, dit Voltaire, ont produit des héros et des politiques. Tous les peuples ont éprouvé des révolutions. Toutes les histoires sont presque égales pour qui ne veut mettre que des faits dans sa mémoire. Mais quiconque pense, et ce qui est encore plus rare, quiconque a du goût, ne compte que 4 siècles dans l'histoire du monde. Ces 4 âges héros sont ceux où les arts ont été perfectionnés et qui, servant d'époque à la grandeur de l'esprit humain, sont l'exemple de la postérité. Comme on peut le voir, ce qui intéresse surtout Voltaire et plus généralement les historiens des Lumières, c'est le progrès de l'esprit humain. Les 4 siècles ou âges qui ont marqué l'histoire mondiale, selon Voltaire, sont celui de la Grèce antique,
celui de la Rome de César et d'Auguste, le XVe siècle italien et enfin le siècle de Louis XIV. Et c'est lui qui approche plus à la perfection, et précisément parce que les principaux progrès ont eu lieu dans les domaines de la raison, de la philosophie, des arts, esprit, mœurs et gouvernement. Un point qu'il faut, à mon avis, aussi souligner est que ces 4 périodes du progrès de l'esprit humain correspondent à la présence d'historiens capables de raconter l'histoire. Mais ici, je voudrais m'arrêter un moment sur un autre découpage, celui qui émane de la nouvelle conception de l'histoire formulée par les Lumières écossaises. En Écosse, les Lumières sont représentées par des figures aussi importantes qu'Adam Smith, on vient de l'entendre, de voir la traduction française de La richesse des nations, et Adam Ferguson, considéré par Karl Marx comme le premier à avoir compris les dangers de la division du travail pour la nouvelle classe ouvrière de la révolution industrielle, ou William Robertson, moins connu aujourd'hui, mais figure centrale de l'époque, président de l'Université d'Édimbourg, chef de l'Église presbytérienne écossaise, historiographe du roi, il est l'historien le plus payé de la période. Et ses ouvrages sont traduits dans les principales langues européennes, en français par Jean-Baptiste Huard. C'est au sein des Lumières écossaises que l'idée des progrès se forge en se fondant sur une grille interprétative scandée par l'évolution de la situation matérielle et par la succession des différents modes de subsistance, ce qui, en Marx, en effet, deviendront modes de production. Le stade de la chasse, au stade sauvage, celui de l'élevage, au stade barbare, celui de l'agriculture et enfin celui du commerce. La proposition des Écossais repose donc sur une vision de l'histoire inscrite dans la longue durée, car les différents stades par lesquels passent les sociétés humaines durent plusieurs siècles avec des phases d'accélération, de ralentissement, de stagnation. Les passages d'un stade à l'autre correspondent à un progrès dans l'enrichissement des nations, les formes de gouvernement, les mœurs, les lois, les relations humaines. En ce sens, statut de la propriété et mode de subsistance caractérisent chaque stade. Et les Lumières, françaises ou écossaises, précèdent donc à la mise en place d'une nouvelle conception du temps fondée sur la linéarité du progrès. Par opposition à la conception cyclique des saisons, même il s'agit de 4 états, ou des époques de la nature, et ici le modèle est naturaliste, par opposition à une conception biblique de l'histoire conçue comme chute ou décadence, et ici le modèle est théologique. Le maître mot dans tel processus, en France comme en Écosse, est celui des civilisations, un terme qui, à partir du milieu du XVIIe siècle, acquiert l'essence nouveau des stades avancés de la culture et de la société et indique en même temps les processus à travers lesquels on attend la société civile. L'histoire de l'humanité est donc celle d'un progrès vers la civilisation dont les Lumières incarnent les stades les plus avancés. Au sein de cette vision, le Moyen-Âge a toute sa place. Il correspond au stade de l'agriculture et est le plus souvent identifié avec le féodalisme, qui correspond à un certain type de division de la propriété. En 1769, Robertson publie son Histoire du règne de l'empereur Charles Quint avec une introduction titrée, je cite en anglais, A View of the Progress of Civil Society in Europe from the Subversion of the Roman Empire to the beginning of the 16th century. L'introduction a été considérée par Arnaldo Momigliano comme l'un des textes fondateurs de l'historiographie moderne. Comme on peut le déduire du titre lui-même, c'est du Moyen-Âge qu'il s'agit. C'est dans cette période que Robertson cherche les ingrédients de la formation de la société civile en Europe et qu'il retrace les chemins qui a conduit vers la concentration du pouvoir dans les États européens et a permis le passage du désordre et de la barbarie, après la chute de l'Empire romain, à la stabilité et à l'ordre moderne. Bref, il s'agit pour lui de la longue période du passage à la modernité. Parmi les causes de cette révolution, selon ses propres mots, et Robertson utilise le mot révolution pour ça, Robertson indique les croisades qui ont porté les commerces à une échelle mondiale, la diffusion du christianisme, le rôle de la chevalerie, les dépassements du pluralisme juridique par la codification des lois. Tels sont, selon Robertson, les principaux agents civilisateurs, ceux qui tempèrent les coutumes et les manières, qui diffusent humanité, courtoisie, honneur et politesse comme valeurs universelles.
Tout cela se développe pendant le Moyen Âge, en termes clés et constamment répétés dans l'introduction de Robertson. Comme conséquence de ces progrès, il souligne aussi l'amélioration des conditions de vie des femmes. C'est un aspect que je ne peux pas développer maintenant, mais je serai heureuse d'y revenir pendant le débat, si vous le souhaitez, puisque la condition des femmes est considérée par les historiens écossais comme un curseur pour mesurer la civilisation et donc aussi pour découper l'histoire en tranches. L'histoire philosophique, conçue par les Lumières, et je vais conclure, s'est construite, l'on a vu, à travers la comparaison des peuples de la Terre et s'appuie sur un regard qui embrasse tous les globes. L'historien des Lumières, pour reprendre la formule de François Hartog, je cite, se voit un peintre d'histoire et se présente comme un observateur détaché hors temps et hors champ qui saisit dans une vision synoptique la vérité de son objet. En ce sens, l'histoire qu'il écrit est une histoire globale qui est conçue par ses acteurs comme universelle. Le rêve des Lumières a été celui de rapporter la pluralité du monde à une grammaire unique, écrite de ses faits dans la langue de l'Europe. C'est la même des auteurs qui ont construit ce rêve. Ce type de dispositif intellectuel porte en son sein la marque de son lieu d'énonciation. L'Europe, fabrique de la modernité, constitue le principal legs de l'historiographie des Lumières, et notamment la mise en exergue des catégories, les Moyen-Âge par exemple, ou des découpages chronologiques qui prennent valeur des catégories universelles. Mais quelle est la valeur analytique, voire simplement heuristique, dès lors qu'elle s'applique à des peuples dont l'extension et la conception du temps s'appuient sur d'autres logiques du temps, d'autres chronologies? Ce n'est pas un des moindres paradoxes des Lumières que d'avoir fait surgir à la connaissance de l'Europe ces autres temporalités, celle de la Chine par exemple, comme le fait Voltaire dans l'Essai sur les mers. Son point de vue universel est déployé à travers un décentrement des origines de l'histoire et de la civilisation depuis l'Europe vers la Chine. La civilisation la plus ancienne, les siècles précédents viennent d'en donner les preuves matérielles, et la première à avoir pris le chemin du progrès. Ce n'est pas pour autant que cette nouvelle histoire à la Voltaire a été prête à admettre l'existence de nouveaux historiennes, des chroniques chinois aux voix créoles soucieuses d'utiliser leurs propres mots et leurs propres archives, celle de la mémoire ou celle des antiquités nationales. Il faudra attendre encore des siècles pour que l'histoire universelle devienne globale, c'est-à-dire écrite de points de vue multiples, par des voies diverses. Il aura encore fallu des siècles, depuis les Lumières, pour accepter que si les découpages de l'histoire sont possibles, ils ne sont jamais que les reflets d'opérations situées. Il invente donc aussi du Moyen Âge, dont la visibilité et la pertinence analytique ne vaut que pour une partie du globe. Peut-être avec un point d'interrogation maintenant. Ce qu'un débat sur les périodisations invite ses pédants à faire est de mettre en discussion l'idée de modernité comme une est définie par l'Europe. Il invite à réfléchir en termes d'un pluriel de modernité ou en termes de quête de nombreuses voix qui ont participé à la construction du monde moderne. C'est l'idée même d'universalisme qui est ainsi critiquée, idée sur laquelle s'est construite la conception de l'histoire au siècle des Lumières. Merci. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette très belle... pour cette très belle présentation, et puis qui fournit en plus une transition très élégante entre ce que Patrick a présenté tout à l'heure et puis ce qui va maintenant nous être présenté par Christian Lamoureux sur la Chine. La question des Lumières, effectivement, apporte un premier décalage du regard qui, d'une part, prolonge la question qui nous occupe depuis le début, cette question du rapport entre périodes construites par les acteurs historiques et périodes qui sont les outils de travail des historiens, entre ce qu'on pourrait appeler, disons, des périodes historiques et des périodes historiennes, mais surtout, elle apporte la question du progrès, la question de l'universel ou de l'universalité, la question de la modernité dans une perspective globale, c'est-à-dire toutes ces questions qui sont devenues tellement saillantes dans l'historiographie d'aujourd'hui et qui nous font envisager le débat qu'on a aujourd'hui d'une manière complètement différente de ce qu'il aurait pu être il y a 30 ans, au moment où, par exemple,
Jacques Le Goff lançait pour les premières fois, 1983 par exemple, dans son article, la question du long Moyen-Âge, qui n'aurait pas du tout été lue à la manière dont on vient de le lire. Et effectivement, on va pouvoir maintenant opérer un deuxième décalage, une deuxième épreuve et un autre regard, qui est celui venu de la Chine avec Christian Lamoureux. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, très honoré aussi. Je dirais même ému, puisque vous devinez que j'ai rarement l'occasion de parler des travaux de Jacques Le Goff, alors que je les ai lus et que quand je faisais des études d'histoire, mon professeur qui s'appelait Robert Delors nous avait imposé la lecture du volumineux travail sur l'Occident médiéval, évidemment. Donc, c'est très modestement que je ferai des remarques. Alors, on a peu parlé du livre, finalement, hein, et j'ai commencé par ça parce que je voulais savoir un peu comment lire ce livre à partir des questions qui m'intéressent. Bien sûr, on l'a dit, et Jacques Le Goff l'a dit mieux que nous, évidemment, c'est un nouveau plaidoyer en faveur d'un Moyen-Âge lumineux et non pas Dark Ages, et une période ouverte, féconde et surtout donc grosse de plusieurs modernités, dont finalement la Renaissance elle-même ne serait qu'une modalité ou un exemple. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que plutôt que d'insister évidemment sur la singularité de la Renaissance, Jacques Le Goff revient ou insiste à nouveau sur la nécessité de penser le dynamisme d'un long Moyen-Âge dont on a déjà évoqué l'importance. C'est lui qui a lancé, je dirais, ce débat. Et donc un dynamisme qui aurait engendré des renaissances multiples. Alors vous allez voir pourquoi je dis un peu ça, enfin quel est le sens de ma lecture, puisque évidemment en Chine on a parlé de renaissance. Vous allez voir que on a eu des raisons et qu'on n'aurait pas forcément les mêmes raisons aujourd'hui d'en parler. Alors, ce que j'ai lu dans le livre, c'est que ces hommes du Moyen-Âge, des gens que je fréquente pas vraiment, hein, moi j'en fréquente d'autres, mais je dirais auraient travaillé en permanence, justement, leur référence aux mondes antiques, classiques, chrétiens. Ils auraient accepté les croisements et les défis, relevé les défis imposés par l'islam, diversifié leur univers économique et financier, élargi finalement leur espace géographique. Et ces bouleversements auraient créé de nouveaux décalages entre plusieurs formes politiques, depuis les cités italiennes jusqu'à l'empire électif, en passant par des royautés de plus en plus nationales et en favorisant du coup la mise en concurrence de ces différentes formes. Alors entre une antiquité, je dirais, commune et l'émergence de ces mondes modernes bien différenciés, il y aurait donc eu une longue fermentation, un âge médian du monde, et c'est de ce constat que surgit l'interrogation majeure: peut-on découper l'histoire au Moyen-Âge? Mais j'arrive après. Patrick Boucheron et Sylvia Sebastiani vous ont dit déjà des choses sur cette question. Et à quoi sert la périodisation? Est-elle le produit nécessaire d'une transformation de la curiosité historienne en discipline enseignée? Est-ce qu'elle est le tribut qu'ont dû payer les historiens pour qu'on voit dans leur pratique une profession? C'est des questions que vous avez déjà évoquées. Et puis, l'un comme l'autre, vous êtes tourné vers moi en disant puisque les horizons de l'historiographie sont désormais mondiaux, j'ajoute moi aussi évidemment cette nouvelle interrogation: dès lors que l'Occident n'est plus qu'une ère culturelle, comment articuler ses propres découpages avec ceux d'autres aires culturelles? La question est d'autant plus vive lorsque ces autres mondes, et c'était la conclusion de Sylvia, disposent eux aussi de constructions savantes sur la très longue durée de leur passé et que leurs historiens ont eux aussi dû se livrer à l'exercice du découpage du temps historique. Alors, vous le savez, bien sûr, c'est le cas de la Chine, et la Chine dont j'étudie une période chronologiquement analogue à celle que Jacques Le Goff explore depuis plus d'un demi-siècle. Mon travail porte en effet sur la Chine des Song, en gros entre le Xe et le XIIIe siècle,
Donc c'est pour ça que je disais que je ne fréquente pas les mêmes, mais ils sont quand même un peu contemporains. Une période, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de la Renaissance pour les sinologues, puisque cette période, la Chine des Song que j'étudie, Jacques Gernet, dans son livre qui fait toujours autorité, Le Monde chinois, eh bien Jacques Gernet la qualifie de Renaissance. Alors je vais dire pourquoi. Je partage depuis la Chine la conclusion de Jacques Le Goff lorsqu'il affirme, une page avant de terminer, « On peut donc, je le cite, et je pense qu'il faut, ajoute-t-il, conserver la périodisation de l'histoire. » Et je dirais d'ailleurs, bon, encore une fois modestement, pourquoi vu de là-bas, ce n'est pas, je cite Jacques Le Goff, parfois, mais pour moi toujours, que la périodisation, et je reprends Jacques Le Goff, fait surgir des problèmes d'appréciation du passé. C'est la page 15, c'est l'introduction un peu de son livre. Richard Franglan, qui est un sinologue californien, qui a cherché à redécouper l'histoire impériale chinoise, rappelle d'ailleurs que la périodisation oblige, je le cite, à qualifier les changements historiques. Et c'est pourquoi, écrit-il, toute historiographie commence par une périodisation. Je dirais donc aussi pourquoi cette période des Song a pu être qualifiée en 1972 par Jacques Gernet de Renaissance et pourquoi donc ce ne serait plus le cas. Alors, pardonnez-moi parce que je vais être obligé d'entrer dans la matière un peu elle-même de l'historiographie chinoise, donc ce n'est pas vraiment un cours, mais j'ai le souvenir d'avoir lu quelque part une phrase de Clifford Geertz qui, devant un auditoire, l'anthropologue qui avait travaillé à Bali, etc., disait « Le gros avantage que nous avons, c'est qu'on parle souvent devant des publics et on peut dire n'importe quoi parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement de quoi on parle. Alors, je vais quand même essayer de donner du contenu à ce que je dis pour que vous ayez un repère et j'espère ne pas dire n'importe quoi. Donc l'historiographie classique chinoise, qui est presque aussi vieille que l'Empire qui a été fondé en moins 221, a toujours débattu donc de la façon de qualifier les changements en restant attentive à la continuité. Fallait-il promouvoir derrière la marche des événements un récit qui mettait en lumière la continuité d'une culture et d'une éthique politique, comme l'avait fait Confucius lui-même. Comment reprendre les formes d'un récit dans lequel le père de l'histoire chinoise, Sima Qian, dont je vous rappelle les dates 139-86, donc le père de l'histoire avait célébré la puissance et l'unité de l'Empire en construisant sa filiation avec les origines du monde historique. La principale solution fut de penser la continuité grâce à la répétition des cycles dynastiques. La succession des dynasties traduisait un changement sans autre évolution que l'essor de la maison dynastique et des choix institutionnels qu'elle privilégiait, avant que le déclin de cette maison n'annonçât le désordre de la société, sa propre ruine et l'essor d'une nouvelle dynastie. Et le poids de cette tradition ne peut être évoqué qu'à condition de dire qu'elle a été régulièrement contestée. Cette contestation partait du sens même que les lettrés, tous formés à l'histoire, entendaient donner à leur vocation de réfléchir sur le passé, ce qui, pour certains d'entre eux, devint une profession au sein des bureaux de l'historiographie dont l'organisation fut réglée et stabilisée à partir du 8e siècle. Après le 11e siècle, avec le développement des examens, tous les candidats apprirent que réfléchir sur le passé était une tâche politique, inscrite au cœur de la tradition scripturaire dont ils étaient les héritiers et les dépositaires. C'est-à-dire que par leur capacité à penser le changement, ils incarnaient la continuité et l'unité de la culture. Et ils actualisaient l'action des anciens sages, dont Confucius était la plus parfaite expression. Pour Jacques Gernet, par exemple, il n'y a pas de confucianisme avant le XIe siècle. Alors j'ai rappelé ces généralités pour deux raisons. Premièrement, mais ça vous le saviez, et je crois qu'il y a un consensus, l'Europe n'a pas eu le monopole des discours savants sur le passé, et les conflits d'interprétation furent en Chine très vifs, comme ici, et ils constituent des éléments décisifs du dynamisme de la société.
Et deuxièmement, puisque les représentations du passé étaient éminemment politiques, elles subirent de plein fouet le choc des autres représentations à partir du milieu du XIXe siècle, lorsque les canonnières ouvrirent la Chine à de nouvelles influences. Or, en matière de réflexion sur le passé, le défi à relever vint très vite autant du Japon que de l'Occident. Le Japon se modernisait en proposant une nouvelle périodisation propre à une entité distincte des puissances coloniales. Cette entité, c'était l'Asie. Et on reviendra, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce que vous avez dit qui renvoient à cette question, je dirais, de la civilisation. C'est une question très importante pour le Japon à cette époque-là. La grande question pour les historiens japonais et chinois était au fond de savoir s'il existait une marche vers la modernité proprement asiatique. Cette grande question devint indissociable d'une interrogation proprement historique, si l'on acceptait les grands cadres de la pensée moderne, de la pensée civilisée. Dans quelles conditions l'Asie avait-elle été conduite à sortir de l'Antiquité ? Nous voilà au début du XXe siècle et de plein pied, je crois, avec les problèmes posés par Jacques Le Goff. Faute de temps, j'irai évidemment très vite. Une périodisation séduisante, pas encore dominante, fut clairement formulée au sein de l'Université impériale de Kyoto dans les années 1920. C'est elle qui situa l'émergence d'un monde nouveau au tournant du premier millénaire en Chine, la Chine des Song, dont je m'occupe. Et loin d'avoir stagné, l'Asie avait alors connu, bien avant l'arrivée des Occidentaux, l'expérience d'un changement de ses modèles économiques, culturels et politiques. La modernité des Song. Elle était comparable à la Renaissance occidentale, explicitement. Mais cette expérience des prémices de la modernité aurait dégénéré sans pouvoir déboucher sur une révolution industrielle, ce qui condamnait la société chinoise à la sénilité. Alors que le centre de cette culture orientale se déplaçait, d'abord du nord au sud de la Chine, puis de la Chine au Japon. On devine évidemment à quoi a pu servir cette thèse dans le programme panasiatique que le militarisme japonais imposait lors de ses conquêtes. Au lendemain de la guerre, cette école de Kyoto, toujours vive, développa plusieurs de ces points dans le cadre d'une histoire sociale et économique qui désignait la période comprise entre les Tang et les Song, une transition, Tang-Song, en gros du 8e donc au XIIIe siècle, comme une renaissance qui ouvrait sur, je cite, « les temps modernes en Asie », je cite le titre d'un long texte d'une centaine de pages, publié en 1950, construit comme une comparaison explicite avec l'histoire occidentale, dans lequel son auteur, Miyazaki Ichisada, explicitait l'adéquation de l'histoire des Song aux modèles occidentaux du développement. Et vous comprenez donc déjà mieux, j'espère, d'où vient le titre que donna Jacques Gernet à son chapitre « Dans le monde chinois ». Cette mise en adéquation n'était pas isolée si on songe à l'environnement de la fin des années 1940, avec la domination du marxisme en Chine et son influence au Japon. D'autres périodisations visaient alors à établir l'universalité d'un développement historique scandé par l'histoire occidentale. En Chine, les 5 stades imposés par le stalinisme, et pas par un marxisme assoupli. C'était pas, donc le stalinisme indiquait clairement 5 stades. Au Japon encore, au sein de l'école de Tokyo, rivale de celle de Kyoto, l'affirmation que le dynamisme entre les Tang et les Song s'était surtout traduit économiquement et juridiquement par l'apparition d'une société proprement féodale, dans laquelle des serfs s'étaient retrouvés soumis à une classe de propriétaires fonciers. Et en ayant bloqué l'émergence d'institutions économiques et légales rationnelles, ces relations de production, on retrouve évidemment le vocabulaire marxiste, permettaient d'identifier une longue période féodale entre le 7e et le 19e siècle. Aujourd'hui, évidemment, dans le mouvement d'une histoire globale, qui est quand même un des points de départ du livre et de la réflexion de Jacques Le Goff aujourd'hui, le discours historique s'est là-bas, comme ici, éloigné des grands récits
et des grandes forces historiques censées donner leur sens à tous ces modèles. L'insatisfaction face à ces découpages est permanente, sans doute parce que le poids du présent détermine constamment la sensibilité des historiens. Et aujourd'hui, ce que Jacques Le Goff appelle la globalisation disqualifie, bien sûr, on l'a déjà dit, plusieurs marqueurs qui contribuaient à qualifier le changement, la modernité, le progrès, la nouveauté. Et dans ces conditions, les historiens, ici ou là-bas, hésitent à nouveau entre continuité et changement. Et ils s'interrogent, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ? Alors comment, pourtant, penser une histoire impériale chinoise de 12 siècles, 7e, 19e siècle, voire de 2 millénaires, sans la segmenter ? L'insatisfaction face au découpage convenu est justifiée, elle est permanente, mais le cadre dynastique, même suspect, reste une référence dès lors qu'il faut enseigner l'histoire. C'est en effet souvent dans le seul cadre dynastique, par exemple, que se comprennent les sources institutionnelles. Et le cadre dynastique se consolide, se sédimente à travers des publications qui s'y réfèrent naturellement. C'est le problème évoqué par Patrick Boucheron tout à l'heure, les professions. Et donc on construit des pans entiers de l'historiographie sur cette base. Pour autant, dans la recherche, une alternative existe, à condition que le chercheur ne répugne pas à des temporalités multiples, déterminées chacune par l'objet d'étude lui-même. Pensons par exemple à l'histoire de l'immense façade maritime qui, du point de vue d'une histoire interne, peut être lue comme celle d'un cycle entre essor et déclin des cités et de leur arrière-pays, mais qu'il faut impérativement connecter à une histoire externe, celle des échanges interasiatiques. Alors au fond, ce petit livre de Jacques Le Goff est un rappel salutaire pour moi. Nous n'avons pas d'autre choix que de découper le continuum historique, mais n'y voyons pas autre chose qu'un moyen de nous l'approprier. Voilà. Merci beaucoup, Christian Lamoureux, pour ce regard chinois qui revient sur le livre de Jacques Le Goff et qui nous permet de nouer ensemble à la fois la question de la mondialisation et des pratiques et de l'histoire, et puis la question d'une société qui a construit ses cadres historiographiques dans sa propre temporalité, indépendamment de ce que les historiens de tradition occidentale ont pu eux-mêmes élaborer. Avant d'aborder plus largement le débat avec la salle et puis de revenir sur les questions qui vous auront semblé les plus intéressantes, je propose de redonner simplement rapidement la parole aux différents interlocuteurs et aux différents intervenants pour que ça ne reste pas la juxtaposition de trois discours, mais qu'il y ait l'occasion aussi de revenir sur ce qui a été dit les uns et les autres et peut-être en quelques mots chacun de s'exprimer sur ces regards croisés. Donc, merci. Première chose, il me semble qu'en effet, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en commun. Et surtout, je pensais à la question du féodalisme en Chine. Parce que là, pour ce qui concerne mes sources, c'est-à-dire l'historiographie des Lumières, il y a un grand débat par rapport au féodalisme. Est-ce que le féodalisme, c'est une caractéristique européenne, et seulement européenne? C'était la position de Montesquieu. Il disait il est venu une fois dans le monde, dans un lieu spécifique. Et donc, c'est exactement dans le féodalisme qui on retrouve la caractéristique spécifique de l'Europe moderne, les racines de l'Europe moderne, dans les bois germaniques. De l'autre côté, on a une vision comme Voltaire, qui considère que le féodalisme n'est pas du tout spécifique de l'Europe. Mais on retrouve exactement en Chine, on retrouve exactement ailleurs, dans des temps différents et dans des lieux différents. Et ça, c'est aussi la position de la grande part des Écossais. Et William Robertson, au-delà d'avoir écrit cette histoire de l'Europe, a aussi écrit une histoire de l'Amérique et une histoire de l'Inde. Et dans l'histoire de l'Inde, sa position, c'est que l'Inde est exactement un système féodal. Et sa caractéristique, c'est l'immobilisme, il dit, mais le système féodal, et donc dans ce sens il rejoint Voltaire, mais le système féodal n'est pas négatif du tout, au sens que l'Inde est l'une des civilisations plus anciennes,
pour Robertson, mais dans laquelle on ne doit pas, l'Empire britannique doit rester dehors parce qu'il va les détruire. Tout ça, c'est pour défendre l'indépendance des Landes dans les moments, parce qu'il écrit en 1790, dans les moments vraiment de l'expansion britannique en Inde. Et sa position, c'est exactement de défendre le système féodal comme un système d'équilibre en Inde. Sur le féodalisme. Oui, sur le féodalisme, il y a d'abord sur la terminologie, il a bien fallu trouver un terme, et là encore, le terme est passé par le Japon, et on a réactivé un terme qui sert à désigner le féodalisme ou l'idée de fief, en tous les cas. Et ce terme, évidemment, n'a pas été inventé ni au XIXe ni au XXe siècle, mais il renvoyait à un grand débat qui a eu lieu au 8e siècle en Chine, donc après pratiquement 10 siècles d'empire. Et ce débat portait sur l'organisation même de l'empire, entre ce qu'on pourrait donc traduire une organisation en fief, en tous les cas en maison féodale, et donc en insistant sur cet équilibre qui pouvait exister entre des maisons féodales dont l'empereur est issu, et finalement on a un primus inter pares, et cette idée donc de la féodalité, je dirais, pensée au 8e siècle, évidemment, hors de toute référence autre que celle de leur propre expérience, s'opposait à une autre type d'organisation qui était une organisation administrative et bureaucratique en préfecture. Donc une organisation centralisée d'un côté et une organisation décentralisée. Et je dirais qu'il n'y avait pas là de débat sur ce qui aurait été comparable à une notion de progrès, mais encore une fois d'un bon ordre et d'un ordre, d'un bon gouvernement. Et la question n'a jamais vraiment été tranchée, puisqu'elle ressurgit au XIXe siècle, au moment où la Chine est sommée, si j'ose dire, de se moderniser, et on retrouve les termes de ce débat. Mais cette fois, je reviens à ce que vous évoquiez, dans un contexte international où évidemment la notion de féodalisme, la notion est vue à partir de la notion de progrès. Et donc, d'une certaine façon, on est déjà disqualifié au moment où on l'aborde. Donc il y a une réelle difficulté. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, du Japon. Ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit Patrick Boucheron quand il est venu à cette question de la civilisation, c'est exactement les termes dans lesquels les historiens et les lettrés, bien sûr, se posent la question de ce qu'est la culture, dont ils ont une haute conscience, dont ils sont évidemment pénétrés, et puis cette civilisation en termes de progrès, c'est-à-dire une civilisation qui s'oppose à la sauvagerie. Ils sont évidemment, et beaucoup d'entre eux sont choqués de se retrouver, ou d'être soupçonnés de se retrouver du côté, évidemment, de la sauvagerie. À partir de ce moment-là, la question de la civilisation et donc du progrès, et donc du jugement qu'on peut porter sur le débat féodalisme, organisation bureaucratique, se focalise autour de la question, pour les Japonais en particulier, et c'est le titre d'un livre, ne faut-il pas sortir de l'Asie ? Sortir de l'Asie pour être moderne. C'est l'ambition de toute une partie de l'intelligentsia japonaise. Et donc, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ma remarque, c'est qu'il y a bien un débat, c'est que les concepts mêmes qui sont utilisés aujourd'hui pour désigner la question du féodalisme renvoient à quelque chose de tout à fait spécifique, mais qui a pris, évidemment, à partir du XIXe siècle, une tonalité très différente. Et où le Japon est indissociable de la Chine. Parce qu'au Japon aussi, on a parlé de féodalisme, évidemment. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs, là encore, c'est une épreuve importante. Je pense à la préface que vient de donner Pierre-François Souiri à son Histoire du Japon, où il prend à bras-le-corps cette question de la comparaison de ces deux histoires, de ces deux féodalités, japonaise et occidentale. Et puisque vous y avez fait allusion, c'est vrai que le grand livre de Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident médiéval, au fond ne faisait tenir le terme de civilisation, au-delà du programme éditorial dans lequel il s'inscrivait, que par la description à laquelle l'ensemble, au fond, de son analyse était subordonné d'un grand essor. Et donc, d'une certaine manière, depuis que la civilisation de l'Occident médiéval demeure encore aujourd'hui peut-être le livre, notre monde chinois à nous, notre Jacques Gernet à nous, c'est-à-dire au fond un livre globalement irremplaçable en tant qu'il décrit la plus longue période de croissance que l'Europe ait connue. Donc dès lors, effectivement, ça disqualifie la notion même de Moyen-Âge, ça devrait la disqualifier, et pourtant on voit très bien que les périodes historiques ou les périodes historiennes, comme vous le faites remarquer, sont en fait des conservatoires de l'idée qu'on s'est fait à un moment donné des rythmes du devenir humain et qu'ensuite on ne peut plus s'en passer. Moi, ça qui me frappe effectivement en vous écoutant l'un et l'autre, c'est que pour déborder cette question de Moyen-Âge et Renaissance, ce qui surgit, c'est la question de la modernité, au fond. Voilà. C'est-à-dire, c'est le progrès et la modernité. Ce qui devrait faire rebondir notre débat sur la consistance autrement plus problématique, au fond, de la seule période qui s'affuble d'un mot, d'un qualificatif résolument amélioratif, qui est l'époque moderne. Parce qu'on pourrait discuter de savoir si c'est bien ou pas d'être antique ou contemporain, étant entendu que l'histoire contemporaine est l'histoire de la dernière catastrophe en date, dit Henri Rousseau, mais moderne, pour l'instant, chacun souhaite l'être. Or, lorsqu'on voit dans l'histoire comparée des découpages académiques, en tout cas dans les matières enseignées, rien n'est plus fluctuant que la notion d'histoire moderne. En Europe, et évidemment au-delà de l'Europe, voilà. Je me souviens d'avoir lu dans cet intéressant numéro spécial de la revue Mots, consacré au chrononyme, découper le temps, politiser le temps, un article sur la notion de Meiji, qui est quand même un des chrononymes qui s'est imposé à l'ensemble du monde, me semble-t-il, ne serait-ce que pour décrire ce qu'elle désigne, c'est-à-dire la période de la modernisation japonaise. Et il décrivait très bien les conflits d'usage et d'interprétation qu'à un moment donné, de tout ce que vous dites, évidemment bien mieux que je ne saurais le dire, la société japonaise dont la société japonaise a été le théâtre, mais malgré tout, il y en a une qui s'impose, et elle s'impose pas seulement au Japon, mais à l'ensemble du monde. Donc, au fond, c'est bien d'une histoire, des histoires comparées des modernités, c'est-à-dire, au fond, si on reprend ce livre lumineusement retraduit de Max Weber de la domination, que, au fond, notre réflexion collectivement nous convie. Merci beaucoup. Pardon. Oui, juste parce que ce mot vient d'être prononcé et j'avais noté en écoutant quand on parlait de la Renaissance, vu de l'Asie, c'est l'essor de la domination européenne. C'est ça qui est en jeu. Bah oui. Et aujourd'hui, si on n'est plus aussi dominant, on est obligé de se reposer des questions d'historiographie. C'est pour ça que faire de l'histoire est avant tout faire de la politique. Disaient les lettrés, hein, c'est pas moi qui dis ça. Merci. Mais effectivement, je pense que ça nous ramène à la question de l'intérêt du livre de Jacques Le Goff, sur lequel je reviens un instant, parce que je pense que lui-même, par le fait qu'il a écrit, effectivement, là on a cité les travaux de Jacques Le Goff qui remontent aux années 60 et jusqu'à aujourd'hui, s'inscrit dans un temps long de la production historiographique qui nous permet aussi de voir comment des propositions, à un moment donné, ont pu
changer de sens, ont pu être réinterprétés par une nouvelle situation mondiale de la recherche ou de nouveaux problèmes qui se sont posés et par une nouvelle réception de la part des lecteurs, qui fait que la question a continué à se poser ou à travailler depuis la civilisation de l'Occident médiéval jusqu'à aujourd'hui. Il s'est quand même écoulé 50 ans. Et la question a continué à travailler tout en se transformant. Et on voit bien, et je trouve que c'est un des aspects intéressants dans le film, la manière dont Jacques Le Goff, plus explicitement que dans beaucoup d'autres circonstances, se réfère, je le disais tout à l'heure, à Braudel, à Marx, et à un moment et à un état de l'historiographie et du débat, mais qui est déjà un état globalisé, en particulier dans son rapport avec Fernand Braudel. Et du coup, je crois que un des grands intérêts de la notion de période telle que lui nous permet de la travailler en lisant ses œuvres et telle que vous trois venez de la mettre en évidence, c'est de faire apparaître au moins 3 séries de problèmes. Il y a un premier problème qui me semble être le problème du métier de l'historien, c'est-à-dire le rapport que les historiens ont avec les périodes dont ils héritent. C'est-à-dire qu'il est clair que la plupart de nos découpages, même ceux qui nous semblent les plus charpentés épistémologiquement, sont en même temps complètement hérités de sociétés qui les ont construites en fonction de leurs propres besoins, qui n'étaient pas ceux de l'histoire scientifique du XXe siècle. Donc les historiens sont pris dans une sorte de rapport généalogique, dans un effet de boucle. Ils utilisent des périodes et des dénominations dont ils sont les héritiers et dont ils sont les héritiers qui ne sont pas toujours parfaitement conscients de l'être. Et ça pose une question théorique, c'est-à-dire comment faire de l'histoire qu'on voudrait scientifique à partir d'un matériau qui est déjà prédécoupé par des gens qui nous ont précédés, et puis ensuite comment la transmettre, parce que Patrick a parlé tout à l'heure de la question des corporations, effectivement, des sociétés savantes. Il y a aussi toute la question de l'enseignement et de la pédagogie, c'est-à-dire de la façon dont les périodes sont devenues le support majeur de la structuration des programmes, des cursus, des découpages, et donc, au fond, d'une didactique de l'histoire qui critique ces objets tout en les mettant en même temps au premier plan. Donc, premier ordre de questions. Deuxième ordre de question, non plus une question sur le métier de l'historien, mais une question sur l'histoire elle-même. Parce qu'une fois qu'on accepte que la période est une construction historique et qu'on s'engage dans une logique déconstructionniste, alors on voit très bien qu'on peut créer une multiplicité de périodes dans la mesure où chaque objet, où chaque problème peut commander sa propre périodisation, et c'est des stratégies de recherche qui ont été largement utilisées par les différents chercheurs. Et donc on pourrait avoir comme ça finalement des périodisations qui correspondraient à chaque objet. Et cette démarche, elle est parfaitement saine, elle est parfaitement efficace. Elle pose à un moment donné la question sous-jacente à la notion de période, qui est celle du sens global de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une multiplication de périodes, est-ce qu'il existe quelque chose comme des périodes qui sont plus vraies que les autres? Et c'est aussi à l'arrière-plan du livre de Jacques Le Goff. Parce qu'au fond, je pense que il y a un moment donné pour l'historien à décider si il y a des formes d'intelligibilité dans l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire qui sont objectivement des tournants suffisamment importants pour l'ensemble des aspects de la vie sociale, et c'est ce qu'essaye de décrire Le Goff avec le XVIIIe siècle, pour qu'on puisse les considérer comme objectivement dans les choses des périodes, c'est-à-dire des périodes au sens réaliste, philosophique, ou est-ce que les périodes sont purement construites, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à assumer une sorte de nominalisme intégral? Il n'y a pas d'autre sens en l'histoire que celui que nous allons construire par objet, par problème ou par ère culturelle. Et puis, ce problème-là me conduit au dernier ordre de problèmes que les périodes mettent en évidence, c'est précisément les problèmes qui touchent ceux de la société occidentale contemporaine dans le contexte mondial. Puisque cette question de l'intelligibilité de l'histoire, ce n'est pas simplement une question de salon pour les historiens, les uns avec les autres, ou une question théorique pour les enseignants. On voit bien que c'est une question qui étreint aussi en partie la conscience historique de la société occidentale telle qu'elle peut se représenter. Et
cette question de la périodisation comme intimement liée à une représentation et à une conscience de soi de l'Occident, on voit qu'elle rejoue et qu'elle est aujourd'hui complètement éclatée par à la fois l'émergence de formes d'histoire globale ou mondiale, et aussi l'émergence de pratiques sociales très concrètes qui font qu'aujourd'hui, il y a des universités et des chercheurs dans une quantité de pays qui ne sont pas du tout des pays qui se pensent eux-mêmes comme étant de tradition occidentale et qui renouvellent tout à fait notre rapport au savoir, notre rapport à la conception du temps, de l'espace ou de la modernité. Et je pense que ces trois ordres de problèmes, effectivement, permettent de montrer que la question de période, derrière son apparence simple, est en réalité une porte d'entrée pour ces interrogations très générales. Je m'arrête là sur le débat parce que je pense qu'il serait très intéressant d'avoir un débat beaucoup plus large avec la salle. On a des micros et vous êtes nombreux ce soir, donc je vous invite à intervenir, des réactions, des questions, poursuivre cette discussion. Là. Est-ce que peut-être dire votre nom pour que... Oui, Christian Delacroix. Alors... le titre, le problème que posait Jacques Le Goff, c'était « Faut-il découper l'histoire en tranches ?» Ce qui suppose qu'on pourrait ne pas la découper en tranches. Il faut tout de même rappeler que cette question de la période, de la périodisation, c'est quand même un vieux problème, hein, Étienne, tu l'as rappelé, un vieux problème dans la réflexion des historiens. Il y a eu des critiques très vives de cette domination, de cette dictature de la période, et notamment sur un aspect peut-être qui n'a pas été assez souligné, je crois. Alors, la période, c'est lié ça implique un tas d'autres idées, celle de linéarité, celle de progrès, la notion de modernité qui est un concept quand même un peu qui pose véritablement problème, une espèce de mot valise qu'on retrouve souvent. Mais il y a aussi cette idée que ça suppose une homogénéité d'un segment chronologique. C'est-à-dire l'idée qu'à l'intérieur d'un même segment chronologique, on trouve une certaine unité, un certain nombre d'interactions généralisées. Et finalement, ce que Le Goff fait avec son long Moyen-Âge, c'est qu'il déplace un peu le couteau, il fait la part un peu plus grosse, mais finalement, il trouve que dans ce long Moyen-Âge, il y a une certaine homogénéité garantie par le fait qu'il n'y a pas de changement fondamental dans les différents domaines. Donc je pense qu'il faudrait aussi poser cette question de la mise en cause même de la pensée qui repose sur la périodisation, qui était quand même finalement posée par le titre de Le Goff. Et ce que tu évoquais, Étienne, et je ne sais plus, peut-être Patrick, cette idée de faire... une périodisation par objet, l'idée que chaque objet a des périodisations différentes, détruit aussi cette idée d'homogénéité à l'intérieur d'un même segment chronologique. Et ça, c'est des implications importantes dans le domaine scolaire. Par exemple, c'est celui qui disait, finalement, la périodisation, c'est un mal nécessaire, on ne peut pas s'en passer, etc. Mais la résistance de la frise chronologique est quand même assez remarquable. Je feuillette régulièrement, dans le cadre de la formation des profs, des manuels. On ne peut pas se passer quand même d'une frise chronologique qui est très largement une frise chronologique linéaire, où on met sur la même ligne de temps des phénomènes extrêmement différents. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi revenir sur je pense aux réflexions de Paul Venn sur ces critiques assez féroces de penser par les périodes. Il dit qu'il ne faut pas penser avec les périodes, mais les objets par les périodes, mais par les concepts. Je pense qu'il y a quand même une tradition. Il y a quand même dans la réflexion des historiens un certain nombre de positions qui déconstruisaient déjà cette notion de période. Et c'est vrai que ce nouveau cadre de réflexion de la mondialisation, de la world history, etc., accentue encore la mise à mal quand même de la période avec la question de la comparaison. Oui, je pense qu'en fait, il y a deux phases et deux critiques qui sont assez différentes. Il y a une
une destruction de l'idée de période par une sorte de réflexion interne d'épistémologie de l'histoire qui me semble être une question un peu différente de la question posée par ce que j'évoquais en termes de mondialisation, c'est-à-dire le fait... il y a le fait de savoir si nos périodes existent et il y a le fait de s'apercevoir que d'autres ont aussi des périodes et qu'elles ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a une sorte de feu croisé, là, je dirais, du point de vue théorique, auquel on peut répondre par la même solution qui consiste à dire rien n'existe, pas plus nos périodes que celles des autres. Mais ça a d'autres implications dans ce cas-là, aussi bien théoriques que pratiques dans l'histoire. Oui, si je peux me permettre de te corriger ou de te compléter, le titre c'est « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» Parce que sinon, la question n'aurait pas beaucoup de sens, puisque répondre par la négative n'aurait aucun effet. Parce que si jamais il disait non, ça ne bouleversait pas fondamentalement nos pratiques, ni d'enseignement, ni de recherche. Mais moi, j'entends vraiment par l'idée qu'à partir du moment où, voilà, pratiques, situées, héritées, tout ce qu'on veut, elles sont là. Tu parlais de l'intelligibilité, quel effet de vérité ça produit, c'est-à-dire au fond quelles sont les consistances. Est-ce que l'historien, une fois qu'il a dit que tout ça était factice, est-ce que son travail ne consiste pas malgré tout à donner consistance à la période qu'il étudie, étant entendu que le fait même de l'étudier lui donne une consistance sociale, alors autant que cette consistance soit réfléchie et intellectualisée. D'autres qui souhaitent intervenir? Oui. Merci beaucoup. Donc, Jean-Claude Schmitt, je suis médiéviste. Oui, bien sûr, je ne cesse de dire que je ne parle pas du Moyen-Âge, et pourtant, je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que dans des travaux précis, je ne m'interdis évidemment pas de parler du XVIe siècle ou de parler de l'Antiquité, mais que malgré tout, c'est vrai, je reviens en général à ce découpage que nous avons hérité, que nous subissons, qui est bien commode, hein, et qui correspond à des compétences que j'espère réelles, mais qui sont, disons, reconnues académiquement. Voilà. Alors c'est ennuyeux, et je partage entièrement le cri de désespoir de Patrick Boucheron, n'est-ce pas? Non, je n'y crois pas, mais et pourtant. Voilà. Cela dit, j'ai discuté avec Jacques Le Goff de son livre, et il me semble qu'il y a un point, et il en est d'accord pour le reconnaître, donc je me permets de le dire, il y a un point sur lequel il n'insiste pas et qui manque peut-être dans ce livre, c'est tous les risques du découpage en tranches. Parce que finalement, il dit, oui, c'est embêtant, etc., ça pose des problèmes, mais c'est bien commode, et la pédagogie, Étienne Anaheim l'a rappelé, hein, la pédagogie occupe beaucoup de place dans ce livre et vient en quelque sorte justifier la nécessité d'un certain découpage. Alors, les risques sont réels, c'est-à-dire les risques sont de fabriquer des fictions périodisées. J'en ai fait l'expérience, je me permets de parler de quelques travaux, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années en travaillant sur ce que l'historiographie appelle la naissance de l'individu. C'est une sorte de tarte à la crème de l'individu, et de l'historiographie. Eh bien, en fait, que font les historiens antiquistes? Ils découvrent la naissance de l'individu, et puis l'apogée de l'individu, et puis le déclin de l'individu. Que font ensuite les médiévistes? Ils redécouvrent la naissance de l'individu, l'apogée de l'individu, puis le déclin de l'individu. Puis que refont les historiens modernes, etc. Et à chaque période, ça recommence. Hein. C'est-à-dire qu'on crée des fictions, et on perd de vue, effectivement, beaucoup de choses, et peut-être pas seulement la longue durée, hein, au sens où Jacques Le Goff la défend pour le long Moyen-Âge. Donc je donne ceci simplement comme exemple. On pourrait multiplier les exemples. Alors reste à savoir ce qu'il faut faire, ou ce qu'on pourrait essayer de faire. Et là, je voudrais faire deux observations. La première, je crois que je ne sais plus, c'est Étienne, je crois, qui a parlé de linéarité, de non-linéarité. Hein. Je crois que c'est lui. La première, c'est comment se représente-t-on le temps?
Et moi, personnellement, l'idée que j'ai de ça, du temps historique, ce n'est pas que c'est un temps, justement, mais, comme on l'a dit aussi, que c'est une multiplicité de temps, de temporalité. Et en fait, un chevauchement de temporalité, pas seulement par simplement des objets, c'est pas que chaque objet est un temps, sans doute, c'est vrai, mais c'est plus global que ça. Il y a des chevauchements de temporalité, des espèces de nappes de charriage, si je puis me permettre cette métaphore. Et ces nappes de charriage, elles ne se finissent pas toutes au même moment, elles ne commencent pas au même moment. Et donc la grande question, c'est de savoir quelle est la relation entre ces nappes. C'est un problème de relation. Et je pense que les historiens, aujourd'hui, savent ce que c'est qu'une problématique des relations. On a appris quand même le structuralisme, etc. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que nous construisons toujours l'histoire à partir de notre présent. En fait, l'historien, qu'il soit médiéviste, antiquiste, moderniste, etc., c'est un historien du présent. Il ne faut jamais cesser de le rappeler et de le dire. Et donc, ça veut dire que le curseur ne cesse de changer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sans arrêt, ça change. Nous ne sommes jamais dans la même position pour recomposer l'histoire et pour repenser cette espèce de relation, je dirais, triangulaire entre les différentes temporalités que nous construisons et notre propre position. Voilà ce que je me permets de dire. Merci. Effectivement, cette question de chevauchement me semble être un des problèmes clés de ceux dont on a parlé tout à l'heure et de ce que soulignait Christian Delacroix, c'est-à-dire comment arriver à rendre lisible le fait que même à un moment donné, tous les hommes d'une société ne vivent pas forcément dans la même temporalité, ce qui est effectivement tout à fait la question qui est, que vous posez, et comment arriver à le rendre néanmoins intelligible, c'est-à-dire à penser le fait qu'il peut y avoir malgré tout quelque chose qu'on appelle la société, même si c'est là aussi en partie une fiction de langage, mais disons quelque chose de suffisamment constitué pour qu'on puisse l'étudier et étudier ses transformations dans le temps, et en même temps qu'au sein de cette société se déroule à chaque moment une multiplicité de phénomènes temporels sur des rythmes différents qui fait que dans la France du XIVe siècle, c'est pas la même chose de vivre sur l'île de la Cité et de vivre dans l'Auvergne rurale ou dans une vallée alpine. Et là, il y a une difficulté à la fois à penser les choses de façon complexe pour nous, comme historiens, c'est-à-dire à écrire réellement des livres ou des travaux de recherche qui mettent ça en œuvre, et puis ensuite aussi à les penser de façon simple, c'est-à-dire à les expliquer. Parce qu'une part de l'attente publique, on parlait tout à l'heure de politique avec Christian Lamoureux, une part de l'attente publique vis-à-vis des historiens, c'est cette tâche de simplification et d'explicitation. Et il y a à refuser en partie de se livrer à cette simplification linéaire qui écraserait la temporalité. Mais du coup, il y a également à produire un discours qui soit un discours alternatif et qui dise quelque chose de cet enchevêtrement-là. Et là, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe aujourd'hui pour les historiens. Et on voit très bien quand on suit, par exemple, la publication des travaux d'histoire sur des blogs ou dans des revues qui ont des versions en ligne, et quand on a le malheur de lire les commentaires, ce qui est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, en fait, lire les commentaires des blogs, on s'aperçoit très bien que une partie des gens, qui sont certes pas représentatifs, mais une partie des gens continuent à vivre sur l'idée que ce qui a pu se passer, disons, à partir de la nouvelle histoire, ça a été la destruction d'un cadre d'intelligibilité. Ce qui n'est pas ce que nous pensons, nous, professionnellement, mais qui reste en partie un chantier ouvert, c'est-à-dire arriver à reconstruire ces formes-là de complexité. Oui, il y a une question. Marie Fourcade. Oui, je voulais intervenir pour dire que ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre de Le Goff, c'était l'histoire de la discipline enseignée de l'histoire, et qu'avant qu'elle soit discipline d'enseignement, c'est-à-dire
très tard, vers 1830 en France, et on est en retard sur nos voisins européens, les Allemands ou les Anglais. J'étais très intéressée par ça, parce qu'en tant qu'indianiste, on a reproché pendant des années, presque des siècles, à l'Inde de ne pas avoir d'histoire ou d'être immobile. Et Sylvia en a parlé tout à l'heure à propos de Robertson. Et je voulais dire que justement, on s'est enfin rendu compte que l'histoire de l'Inde, elle est dans ses récits, dans son narrative. Et d'ailleurs, à propos de ce problème de périodisation, il y a le problème des traductions, qui est toujours quelque chose de très, très embêtant pour nous. Enfin, ce early modern history, qu'on traduit par l'histoire de la première modernité, qui est d'un lourdingue absolu. Je pense que là, il y a aussi ces problèmes, mais que ça n'empêche pas que, en fait, l'apport de Le Goff, ça m'a aussi beaucoup frappé par rapport aux exemples très précis qu'il donne pour dire que la Renaissance, dite Renaissance, n'est pas un progrès par rapport au Moyen-Âge, notamment par rapport au procès en sorcellerie, par rapport à l'Inquisition qui s'est épanouie sous la Renaissance. Donc, voilà. Et je voulais demander à Sylvia de développer, quand elle a dit que le curseur de la condition de la femme et les avancées par rapport à la condition de la femme était quelque chose dont on pourrait reparler, si tu peux développer. Merci, puisque j'ai cherché cette question. Je ne peux pas l'éviter. Non, la première chose par rapport à la traducibilité, c'est que je pensais aussi quand Patrick parlait, c'est exactement la question de l'histoire moderne. On disait, on est moderne, on est toujours ce qu'on veut être. En effet, dans le monde anglophone moderne, on est toujours moderne parce qu'il n'existe pas l'histoire contemporaine. Contemporary history makes no sense. Et donc, dans ce sens, c'est vrai qu'on a toujours aussi ce problème des traductions pour des gens comme moi qui travaillent toujours sur le monde britannique. Ça, c'est toujours un problème vraiment de rendre, d'utiliser les termes appropriés. Et j'imagine, pas du monde britannique, mais en Inde, en Chine, etc., les choses se multiplient aussi pour comment traduire, par exemple, pour ce qui concerne les lumières, comment traduire lumière dans les différentes langues, qu'est-ce que signifie maintenant qu'on parle de lumière globale. Pour ce qui concerne les femmes, je te remercie pour la question. C'est spontané, oui. Et c'est un argument, j'étais très tentée au départ de prendre cette question comme l'une des questions possibles pour regarder les états et les stades différents. En général, dans les Lumières, et en particulier dans les Lumières écossaises, les femmes sont considérées vraiment les curseurs de la civilisation. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a des stades différents, comme je viens d'expliquer, donc chasse, après pasturage, après agriculture et commerce. Et dans ces stades, il y a une société qui devient de plus en plus complexe et où la femme acquiert un rôle plus en plus important. C'est ça l'idée des constructions de l'histoire philosophique des Lumières écossaises. C'est-à-dire que, première chose, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on commence à voir des histoires des femmes comme histoires parallèles aux histoires des hommes. Et donc, pas complètement l'histoire, il y a une histoire universelle de l'humanité, mais il y a aussi des histoires spécifiques des femmes qui ne correspondent pas nécessairement totalement. Deuxième point, il y a une idée très idéologique, une construction très idéologique sans doute, du fait que les femmes, parmi les sauvages, ne sont pas considérées du tout, parce que la seule chose qui est importante, et là encore revient la question du matérialisme de cette construction historique, c'est le fait de survivre. C'est le fait de survivre, et donc les femmes sont par définition moins habiles dans la chasse, par exemple, moins guerrières que les hommes, et donc plus faibles, et donc moins considérées. Par définition, donc, les femmes sont les esclaves des hommes.
dans cette construction. Et encore William Robertson dans la History of America, il dira très clairement que c'est clair que les femmes, c'est la civilisation qui rend les femmes vraiment humaines. Et parce qu'au départ, elles ne sont pas considérées du tout. Donc, avec les progrès, donc avec la civilisation, les femmes acquièrent plus en plus un rôle important. Et les commerces, c'est le moment du XVIIIe siècle des femmes, où les femmes acquièrent finalement les rôles que la nature lui a donnés, mais sans lui donner les moyens au départ. Donc, l'idée, c'est vraiment que dans la société commerciale, les femmes finalement sont presque égaux, même si avec des différents rôles aux hommes, etc. Ceci dit, ils sont tellement radicaux qu'ils arrivent à dire s'il n'y a pas d'autres sources sur lesquelles baser l'histoire, ça suffit de voir comment sont traitées les femmes pour comprendre l'exact point dans lequel une société vive, dans lequel une civilisation se pose. Donc, ça suffit, on n'a pas d'autres moyens. Si on regarde les femmes comme elles sont considérées, là, on peut dire quel est l'état de la société et beaucoup de choses sur cette société. C'est pour ça. Oui. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Claude Schmitt tout à l'heure quand il a parlé des relations et du structuralisme, en donnant au fond peut-être quelque chose qui est de l'ordre informatif, c'est-à-dire que évidemment c'est une question que se sont posées les historiens et les historiographes chinois, ils se la sont posées, j'ai évoqué un peu dans mon exposé tout à l'heure, très tôt, puisque c'est la construction même des histoires officielles qui renvoie à des temporalités différentes et à l'articulation nécessaire pour penser une dynastie. Alors je m'explique, c'est-à-dire que j'ai évoqué le père de l'histoire chinoise, Sima Qian, qui écrit donc une première histoire, mais qui est une histoire, je l'ai dit, de l'Empire, c'est-à-dire comment l'Empire est issu et relié aux origines du monde historique. Et c'est ça sa question. Donc c'est une histoire globale du monde. Alors que à partir du 1er siècle, on va produire des histoires sur le même modèle, qui sont des histoires dynastiques, donc qui sont les histoires officielles, les 25 histoires qu'on a, des 24 si on enlève la première, celle de Sima Qian, avec des codes très simples, je ne vais pas entrer dans le détail. Pardon, j'ai dit des codes très simples, des codes très sophistiqués, qui imposent à la dynastie qui succède à la précédente de compiler l'histoire de la dynastie qui vient de disparaître et à laquelle la dynastie s'est employée à mettre fin, la nouvelle dynastie. Donc il y a tout un héritage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a un modèle canonique qui va du 1er siècle jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, avec des codes différents, mais il y a des bataillons d'historiens en Chine qui sont en train de réécrire une histoire de la dernière dynastie, la dynastie des Mandchous des Qin. Alors là où je veux en venir, c'est que au fond, le découpage, il est très important. Il y a des annales fondamentales, il y a des biographies, et il y a ce qu'on appelle des traités. Et puis il y a une 4e catégorie dont je parlerai dans un instant. Alors, on voit bien que ce sont 3 temporalités différentes. Les biographies, ce n'est pas la peine d'insister. Les annales fondamentales, ce sont les annales des règnes. Donc on est dans une histoire de la maison dynastique, des règnes, et donc dans une temporalité qui n'est pas celle des individus. Et la 3e catégorie, celle des traités, bien sûr, on est dans une histoire vraiment institutionnelle. Les traités, c'est denrées et monnaies, rites, musique, militaires, etc. Donc des catégories qui organisent la société et qui dépendent d'organisations qui sont à la fois héritées, en partie choisies, puisqu'on choisit certaines de ces institutions pour les développer. Et donc, on a bien une autre temporalité. Et la 4e catégorie, dont un historien du XIIe siècle dit que c'est la plus compliquée, c'est celle des tables chronologiques. C'est-à-dire que
toutes les histoires dynastiques ne sont pas capables de compiler des tables chronologiques. Donc, je reviens à ce que j'avais un peu pointé, qui est au cœur de notre discussion. Comment penser à la fois la continuité et les découpages. Donc, on la trouve, je dirais, dans la matière la plus fondamentale de ce qui fait l'histoire longue de l'Empire. Ces objets dont on disait il y a un instant, on y revient toujours. Hein. On parlait du livre de Le Goff, mais on revient toujours à l'histoire dynastique. Il faut bien partir de ça. Donc, la question que Jean-Claude Schmitt posait est évidemment cruciale, c'est celle des rapports. Or, la solution, vous la devinez, elle est qui est-ce qui construit le rapport? C'est chaque lecteur. C'est-à-dire, lire des histoires dynastiques, par exemple, pour l'histoire dynastique des Song, c'est 40 volumes, donc on ne la lit pas d'un coup. Mais je veux dire, c'est tout un travail, et on revient à la question de l'enseignement. La question, le mot a été prononcé, de la transmission, puisque les lettrés se pensent d'abord comme des gens qui transmettent. Donc, la construction même du rapport qu'évoquait Jean-Claude Schmitt est l'objet même, si j'ose dire, de la lecture ou de la mise en perspective de chacune de ces histoires fondamentales. Voilà, donc c'est pour ça que la question telle que vous la posiez est une question évidemment cruciale, mais qui est une question qui est au cœur de cette historiographie également. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord pour vos idées inspirantes de toutes les disciplines. Je voudrais poser une question sur ce que vous avez évoqué. Comme je me souviens que Marc Bloch, dans son apologie pour l'histoire, il a dit que la seule histoire véritable est l'histoire universelle. Et ultérieurement, Jacques Le Goff a dit dans son nouvelle histoire, ou pour nouvelle histoire, il a dit que toute forme d'histoire nouvelle est une tentative d'histoire totale. Comme ce que vous avez dit par M. Boucheron, est-ce que vous pensez, quand on voudrait vraiment répondre à la question évoquée par Jacques Le Goff, faut-il découper l'histoire en tranches? Il faut penser à quel niveau est liée cette question avec la géographie. Et j'ai oublié d'où vient une expression qui dit nous sommes dans le contexte d'une histoire totale vers une histoire globale. Comment vous en pensez? Merci. Oui, mais vous avez effectivement bien raison de rappeler que l'histoire globale ou la mondialisation de la pratique historienne qui la permet et qui l'appelle est quand même la force dissolvante, au fond la plus efficace contre toutes les périodisations héritées. Ça, c'est vrai. Et d'une certaine manière, on doit en même temps, puisque vous citiez Marc Bloch, se souvenir que si l'histoire est la science de quelque chose, c'est la science du changement, et aussi se souvenir de ces chevauchements, de ce que Georges Duby, au fond, on l'a pas évoqué, mais lui aussi a tenté de comprendre à la fois la consistance des périodes et la brusquerie efficace, je dirais, de l'événement, appelait les variations d'allure. C'est ce qu'il dit dans sa leçon inaugurale sur les sociétés médiévales. Il dit « N'attendez pas de moi que je vous explique ce qu'est la robuste consistance d'une société médiévale que je définirais comme idéal type et où chaque élément de la société avancerait de la même allure. Non, je serais l'historien des désajustements entre ces temporalités enchevêtrées. Et pourtant, comme le rappelait Étienne, il faut malgré tout transmettre et malgré tout rendre intelligible et lisible cette histoire.
Alors peut-être faut-il se souvenir quand même, puisque notre progression, notre discussion fait progresser, que des périodes, nous ne nous contentons pas simplement d'hériter, nous en fabriquons aussi. Et nous sommes souvent plus à l'aise et plus habiles à déconstruire les idéologies anciennes que celles qui nous animent, early moderne. Ce sont les lettrés chinois d'aujourd'hui, je veux dire ceux qui sont sur les campus américains, qui nous imposent ce terme, première modernité. Est-ce qu'on en veut vraiment ? Après tout, on parle de Moyen-Âge et de Renaissance, mais du point de vue, d'être vulgaire, mais des recrutements universitaires, première modernité pèse plus lourd que Renaissance. Est-ce que ça existe vraiment ? Et qu'est-ce que ça désigne ? Régime d'historicité est aussi une forme de période qui découpe l'histoire en fonction de l'idée qu'on se fait du temps. Là encore, l'extraordinaire efficacité, succès historiographique de l'expression de François Hartog, pratiquement sans débat dans la communauté historienne, impose aussi de réfléchir sur ce qui nous anime collectivement pour, d'une certaine manière, chercher toujours, au-delà justement de ce « je sais bien mais quand même » ou de ces périodes malgré tout bien commodes, et d'autant plus commodes au fond qu'on aura avec elles une distance amusée, je pense que je vois beaucoup moins de distance avec early moderne ou régime d'historicité qu'avec Moyen-Âge et Renaissance. Donc c'est peut-être de ces découpages-là qu'il faudrait aussi sérieusement parler. Allez-y. Non, je réagissais sur early modern, juste pour... parce que effectivement, le débat porté par des sino-américains a été efficace, mais l'un des plus prestigieux d'entre eux, qui a disparu maintenant, mais qui était professeur à Princeton, James Liu, disait mais pourquoi early modern, puisque ça suppose qu'il y ait une autre modernité derrière, et pour la Chine, il n'y en a pas. Donc, il réfutait de cette façon l'idée même d'utilisation de ce terme de modernité pour qualifier une période. Donc, effectivement, il faut être lucide, et il l'était, c'est pour ça que je le cite, sur les transformations que nous imposons nous-mêmes à ces cadres dans notre travail critique, parce que quand même c'est le résultat de notre travail critique. On ne déconstruit pas simplement, je veux dire, pour s'affirmer, encore que bon, c'est une partie de notre travail, mais c'est bien pour proposer, à travers des travaux précis, de nouvelles perspectives. Donc, early modern, effectivement, j'adhère totalement à cette remarque et je crois qu'encore une fois, tous les sino-américains ne sont pas favorables à ce genre de découpage. Pardon. Merci. Je crois qu'on voit bien comment les questions posées par le livre pourraient permettre de prolonger la discussion assez longtemps. Malheureusement, on est presque arrivé au terme de notre débat. On voit bien aussi comment il permet à la fois de déconstruire les périodes en tant qu'un exercice ancien, un exercice d'esprit critique de la science historique, mais aussi en tant que, finalement, exercice de provincialisation de l'Europe. Et finalement, ce qui ressort, je pense, du débat, c'est la nécessité à la fois de désynchroniser l'histoire avec un grand H, en une série d'histoires et une série de temporalités, et puis d'un autre côté, inversement peut-être, de resynchroniser non plus l'histoire, mais les historiens, non seulement de les resynchroniser dans leurs recherches, mais aussi, puisqu'on a dit que réfléchir sur le passé, c'était une tâche politique, les resynchroniser dans leurs discours publics, dans leurs ambitions pédagogiques, en s'efforçant de faire circuler des outils, des savoirs qui s'élaborent dans la recherche scientifique, mais qui ont vocation à aller bien au-delà de cet horizon, toucher un public beaucoup plus large. Je vais donc finir là en remerciant beaucoup Sylvia Sebastiani, Patrick Boucheron, Christian Lamourou d'avoir participé à ce débat, en remerciant aussi Jacques Le Goff de s'être prêté au jeu de l'entretien dans le petit film que vous avez vu tout à l'heure,
Remercions Marina Azoukon et le cercle de formation, et puis Séverine Guiton, et le service audiovisuel de l'école. Et puis en vous remerciant tous et en vous souhaitant une très bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt, j'espère.